La trouille est un élément important, mais c'est surtout le déni idéologique de la nature de la menace et le paravent social derrière lequel s'abritent ceux qui font les émeutes est un leurre, une fiction. Il Vous y êtes- a de la misère, mais il y a eu plein de misère en France. Bonjour et shalom, Richard Darmon pour notre magazine hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, Israël dans sa région, avec cette semaine le point sur la situation en France, vue de Paris et vue d'Israël. Pour en parler, Jacques Tarnero, bonjour d'abord, vous êtes analyste, essayiste, et vous êtes aussi scénariste, vous avez participé, vous avez construit le film Décryptage il y a quelques années qui a eu beaucoup d'écho sur les dysfonctionnements médiatiques vis-à-vis d'Israël, et puis vous avez écrit aussi un ouvrage Israël au nom de trop, Israël illégitime. Alors, rentrons dans le vif du sujet, Jacques. Est-ce qu'on peut dire que Paris brûle ou continue à brûler alors que on assiste tout de même ces derniers jours à une baisse sensible de l'intensité des émeutes, ces émeutes fomentées par la diversité, comme on dit, les jeunes des banlieues. Est-ce qu'on est dans une décrue ? Il y a une décrue apparente, mais ce n'est pas parce qu'on s'approche des vacances, parce qu'il faut qu'il y ait une décrue pour le 14 juillet, que la décrue est réelle. Ce à quoi nous avons assisté la semaine passée, durant 4 jours, dans de nombreuses villes de France et des petites villes de France, tranquilles, à une éruption violente qui n'avait plus grand-chose à voir avec ce qui aurait pu être le recueillement et la tristesse pour la mort du jeune Naël. C'est autre chose. Il y a eu des émeutes qui se sont attaquées à tous les symboles de la République, mais à tous les symboles de la France. Les écoles, les bibliothèques, les centres éducatifs, les hôpitaux, la poste, etc., sont partis en fumée. Miraculeusement, parce que je pense que la police a su garder son sang-froid, il n'y a pas eu de mort, sauf un, là, récemment, dont on dit qu'il aurait été atteint par un tir de flashball. En tout cas, l'ampleur de l'agression, l'ampleur des émeutes, qui n'a plus rien à voir avec ce qui s'était passé en 2005, montre une rupture et l'effondrement de beaucoup d'illusions. Tous les discours sur le vivre ensemble, la paix civile, la République qui est respectée partout. Non, ces illusions, ces mythes sont partis en fumée. Et maintenant, on peut analyser non seulement la gravité de ce qui s'est passé, les moyens qui ont été mis en œuvre pour réduire tout ça, 45 000 policiers, c'est énorme, c'est énorme. Mais l'ampleur des dégâts, l'ampleur de cette population qui va de 14 ans à adulte, qui a participé à tout cela, nous dit qu'il y a quelque chose d'autre qu'on feint de ne pas voir, de ne pas comprendre, de ne pas analyser dans les détails, justement pour faire croire qu'on va rentrer dans une période d'apaisement propice aux vacances. Alors justement, Peut-être qu'il y aurait une période d'apaisement parce que ça va être les vacances, mais les braises sont sous la cendre. Alors avant d'en arriver à votre analyse sur les causes réelles de cette situation, toujours au niveau de la conjoncture, on avait entendu parler au premier jour des émeutes, certains leaders, certains des agitateurs islamistes menaçaient la France et les Français d'ailleurs, que cette fois les émeutes dureraient non pas 3 semaines comme celles auxquelles vous faisiez référence en 2005, qui a d'ailleurs été limitée à l'époque à la région parisienne, à Paris et la région parisienne, mais qu'elle s'étendrait dans toute la France pendant tout l'été, et qu'on risquait d'avoir à faire un été très chaud. En fait, la situation est une situation en dents de scie, c'est-à-dire il y a un apaisement, ça peut repartir à tout moment. C'est un peu votre analyse, ça ? Tout à fait, je partage ce point de vue. Il y a désormais ces jeunes, entre guillemets, qui ont
participé à ces émeutes ont vu qu'ils ne risquaient pas la mort. La police n'a pas fait usage des armes à feu. Ils auraient pu le faire, après tout. Et si, par hasard, le propriétaire d'une boutique, d'un magasin qui est attaqué, avait lui un fusil de chasse à sa portée et tire pour se protéger. On a vu ce qui vient de se produire à l'Haÿ-les-Roses avec l'agression contre le maire dont la famille a été menacée. Menacée de quoi? D'une attaque à la voiture bélier avec incendie. Après tout, ils auraient pu brûler vifs là-dedans. Et si il y avait eu quelqu'un pour s'opposer aux assaillants, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Utiliser un extincteur ou peut-être leur tirer dessus? Le pire est à venir. Alors justement, parce que je crois que c'est un peu le noyau de l'analyse à faire face à cette situation, au-delà des flammes et du spectaculaire, quelles seraient pour vous les causes réelles de cette rupture violente, de cette rupture désastreuse, je dirais, pas seulement de cette catégorie de jeunes, mais quelles sont les causes réelles de ce qui se passe en France? Il y a des causes sociales, certes. Il y a des quartiers pauvres, certes, dans lesquels on a injecté, grâce à la politique de la ville, des milliards d'euros. Ça n'a pas suffi. Ça ne sert à rien. Il y a quelque chose d'autre que je vais identifier comme une rupture culturelle avec des populations qui haïssent la France, qui haïssent la République. Ils écrivent sur les murs, on est ici chez nous. Le chez nous, ça veut dire hors du champ républicain, hors la France. Si vous voulez, pour pasticher des expressions employées à propos du conflit israélo-palestinien, on dit il faut 2 États pour 2 peuples. Et bien actuellement, il y a un État, la France, et on dirait qu'il y a 2 peuples. Il y a ceux qui se reconnaissent dans le peuple français et à ceux qui ne veulent le quitter, qui n'en font plus partie. Alors, je ne les nommerai pas, je veux dire, ils ne revendiquent pas un État, ils ne revendiquent pas des frontières, mais en tout cas, ils revendiquent des micro-parcelles du territoire à l'intérieur de laquelle l'État n'a plus rien à faire. Et là, je pense que je n'ai aucune solution dans mon chapeau, mais voilà la situation terrifiante à laquelle la France est confrontée, et toutes les paroles lénifiantes sur le vivre ensemble et autres sottises ne fonctionnent plus. Il y a une sécession qui correspond au dispositif juridique voulu par Macron, qui était la loi contre le séparatisme, mais on y est là, dans le séparatisme. On est dans le séparatisme culturel, on est dans le séparatisme anthropologique, j'ai envie de dire. Civilisationnel presque, civilisationnel même. Tout à fait, civilisationnel. On est hors l'Europe. On se moque. Je vous signale tout de même aussi, ça a été peu mentionné, justement parce qu'on ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. À Nanterre, dans le cimetière de Nanterre, il y avait une grande stèle, une très grande stèle de commémoration aux morts pour honorer les morts de la déportation et de la Shoah. Cette stèle a été vandalisée, elle a été saccagée. On a peint dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vos morts, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est nous. C'est nous. Et on glorifie Naël, dont on dira bientôt qu'il est le premier shahid de l'intifada en France. Ah oui, et il y avait même sur ce monument, si je me trompe pas, une inscription « On va vous faire une Shoah », ce qui est quand même un retournement de situation sémantique intéressant. Et je voulais, pour approfondir notre dialogue, je voulais faire référence à cette étude que vous avez connue comme moi, qui avait été menée par Georges Bensoussan avec d'autres sociologues il y a une douzaine d'années en France, à l'issue duquel il y a eu ce fameux livre qu'on connaît, « Les territoires perdus de la République », qui avait recensé donc aux alentours de 2010 environ disons, un peu moins d'une centaine de banlieues, pas seulement en région parisienne, ou de quartiers de ville importantes, où la police... Mais ça ne concernait que
l'éducation, C'est que cela. les écoles, que les lycées. Et où Ça ne concerne pas ça. la société. Et où la police ne rentrait pas, où il y avait une situation de violence. Or, ces mêmes sociologues se sont réunis il y a 1 an et demi, ils ont fait le point, je crois, l'an dernier, à vrai dire, toujours dirigés par Georges Bensoussan. Ils sont arrivés, ne serait-ce qu'au niveau statistique, à établir quelque chose d'effrayant, c'est que des 80 lieux qu'ils avaient recensés donc il y a 12 ans, on était passé à 500 territoires, enfin 500 lieux localisés justement sur la carte de France, où l'ordre public ne règne plus, et cela confirme, ou alors plutôt prédisait ce que vous disiez, à savoir que cette fois-ci les émeutes se sont étendues partout, dans de nombreux endroits. Donc on est dans une asymptote d'accélération au niveau du phénomène. Tout à fait. Ça n'est plus que le milieu éducatif, mais le milieu éducatif a été le premier signe, le premier symptôme. Mais si on devait faire en quelques minutes l'histoire de tout ça, l'histoire commence en 2009 à Creil, quand 2 lycéennes portent le voile, veulent rentrer au lycée et que le proviseur leur interdit l'accès. Ça a été le premier grand débat sur le port du voile, et où, très courageusement, Lionel Jospin avait refilé le bébé aux chefs d'établissement pour que eux décident si on pouvait laisser rentrer ou s'il fallait pas. Bon, il y a eu après un arrêt du Conseil d'État qui lui aussi a fait preuve d'un immense courage et a refusé de statuer, et ça a été le début de la singularisation d'une population au nom de son appartenance religieuse. Aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est partout qu'il y a ce type de phénomène où il y a la marque symbolique, vestimentaire, d'un désir de se singulariser et de se distinguer dans les us et coutumes, habituellement faisant partie de ce qu'est la France classique et habituelle. Vous savez que désormais, dans des lycées, des élèves arrivent habillés en camis, la longue robe arabe habituelle en Égypte ou dans le monde musulman. Alors, ça n'est pas une marque religieuse, c'est une marque culturelle ou culturello-religieuse. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, la France en mêle les pieds dans des dispositifs juridiques, etc. Mais personne n'ose dire, écoutez, ici on est en France, on n'est pas en Égypte, on n'est pas en Libye, on s'habille comme ça et on respecte le pays dans lequel on est présent. Ouais, alors, avec cette difficulté que ces jeunes gens et ces jeunes filles sont français, ils sont nés en France. Comment fait-on? Comment on procède? Et encore une fois, la prudence française, pour ne pas nommer les choses, la prudence française, le déni, pour ne pas identifier les choses pour ce qu'elles sont. Souvenez-vous qu'il y a eu l'affaire aussi des burkinis dans les piscines, et que c'est passé, que des conseils municipaux ont accepté cet état de choses. Il y a un grignotage culturel étalé dans le temps qui fait que le paysage culturel français est rongé par ces attitudes de déni, de rejet de la culture française et des habitudes françaises. Alors quand dans un cours de biologie, un élève dit au prof « Ah non, ce que vous racontez, c'est des bobards, c'est pas dans le Coran », qu'est-ce que fait le professeur? Comment il s'en sort? Quand Samuel Paty, voulant faire un cours pour élever l'esprit critique de ses élèves, il a été dénoncé par une élève qui n'était même pas à son cours et qui en a fait état à son père, lequel père l'a rapporté à d'autres islamistes. Qu'est-ce qui est arrivé à Samuel Paty? On lui a coupé la tête. Aujourd'hui, le lycée dans lequel Samuel Paty était l'enseignant ne s'appelle même pas lycée Samuel Paty parce qu'ils ont peur de lui rendre hommage. La trouille est un élément important, mais c'est surtout le déni idéologique de la nature de la menace et le paravent social derrière lequel s'abritent ceux qui font les émeutes est un leurre
une fiction. Alors, Il y a de la misère, mais il y a eu plein de misère en France. Il y a eu la misère des Italiens, la misère des Portugais, la misère des travailleurs immigrés qui étaient venus en France à la Libération. Et là, c'est autre chose. oui, alors C'est une toute autre chose. justement, j'allais me faire écho des analyses qu'on entend cette fois dans les médias israéliens. Bon, c'est dans les médias, dans le mainstream médiatique européen, mais on a ce feedback ici en Israël aussi. La plupart des analystes, soit la radio d'État ou les chaînes privées, peu importe, ou les télés, quand on leur donne la parole, des prétendus spécialistes des affaires étrangères à Israël, vous ressortent la thèse, je dirais, bâtarde plutôt, marxiste, à savoir que ce sont des poches de misère, que la France a raté l'intégration de ses immigrés, et que il y a beaucoup de misère, et que finalement c'est des underdogs qui souffrent et qui se révoltent de temps en temps. Or, cette thèse bâtarde qui date peut-être des années 50 est complètement inadaptée, notamment en vous écoutant, on s'en rend compte. Mais j'allais, pour vous demander d'approfondir un petit peu plus les choses. Il y a une expression, vous savez, en Israël, dans l'hébreu, quand on veut essayer de trouver les causes d'un phénomène, on dit Aktovet Aïta Alakir, ça veut dire l'adresse était écrite sur les murs, c'est-à-dire on sait d'où ça vient. Et j'allais presque vous demander si vous partagez cette analyse qui avait été faite en son temps par différents experts géopolitiques européens et autres, à savoir que finalement, qui a écrit cette adresse sur les murs, c'est pas forcément l'immigration ou les islamistes d'aujourd'hui, mais c'est les pouvoirs publics français, puisqu'il faut rappeler que, comme l'avaient fait, je crois, plusieurs sociologues, que cette immigration, l'ouverture des frontières, la réunification des familles, tout cela, c'est un processus qui avait été enclenché au début des années 70 en Europe et en France, après le choc pétrolier. Et pire encore, il y a eu des conditions qui ont été mises par la Ligue arabe et l'organisation de la conférence islamique à cette époque, à savoir qu'ils acceptaient de réouvrir les robinets du pétrole après le choc pétrolier de 73, de la guerre de Kippour, que si l'Europe souscrivait à 3 conditions. Premièrement, l'immigration sauvage, l'ouverture des frontières, la réunification des familles, et pas seulement les travailleurs immigrés qui viennent pour nourrir leur famille, rester au pays. Deuxièmement, et ça c'est le plus grave, et c'est là où on voit cette adresse écrite sur le mur depuis longtemps, à savoir qu'il fallait, si on se retrouvait avec une forte immigration, que les pays d'accueil ne forcent pas l'intégration et acceptent que ces populations restent avec leur culture, leur religion, leur langue, comme des entités internes aux différents pays. Et ce dont je parle, ce sont des réunions internationales. Il y a des procès-verbaux, tout cela est écrit. C'est le fameux phénomène de Rabia qui avait été écrit en son temps, décrit par Bat-Yeor. Et ce sont des réalités. Et puis la troisième condition, tout le monde le sait, c'était que les pays européens et le marché commun de l'époque, l'Europe des 6, qui s'était élargie, souscrivent aux thèses de la Ligue arabe contre Israël. Mais en tout cas, l'adresse est sur... En fait, ces phénomènes, cet enflammement, ce feu qui paraît soudain, il est sous-jacent depuis plusieurs décennies et les logiques étaient déjà enclenchées il y a fort longtemps. Tout à fait, bien sûr. Mais prenons un exemple très précis, concret, immédiat. Le ministère algérien des Affaires étrangères a publié un communiqué pour dire, à l'adresse de la France, pour dire qu'ils avaient le souci de leurs ressortissants et qu'ils comptaient bien sur la France pour les protéger. D'une part, ça manque pas d'ironie, car le souci de l'État algérien pour ses propres ressortissants. Bon, on ne va pas faire des commentaires sur la politique algérienne et le sort qu'ils ont réservé à la jeunesse en 1988, ou bien la considération qu'ils portent à leur jeunesse au moment du Hirak en Algérie. Tout ça est une blague. Ça veut dire que l'Algérie vient se mêler, alors qu'elle est très susceptible de toute appréciation sur sa politique intérieure, elle fait irruption dans la politique française pour dire attention, on a notre mot à dire. Effectivement, j'ignore combien exactement il y a d'Algériens en France, mais il y en a suffisamment pour qu'ils deviennent un bras de levier
une force de chantage pour que la France accepte les desiderata de l'Algérie par rapport à tel ou tel sujet, pétrole ou autre. Voilà où on en est. L'Algérie peut très bien manipuler une partie de la population, toujours à l'abri de ce discours qui consiste à dire la France est endettée à notre égard. Regardez que le président Tebboune a rajouté 2 paragraphes dans l'hymne national algérien pour mettre en cause la France. Macron, quand il était allé 2 fois en Algérie, d'une part, avant qu'il soit élu, avait déclaré que la France était coupable de crimes contre l'humanité durant la période de la colonisation. Deuxièmement, il a fait repentance plusieurs fois en étant archi sympathique avec le pouvoir algérien. Il n'a jamais été payé en retour. Par contre, il a perdu un allié précieux de la France, qui est le Maroc, qui est le seul État au Maghreb qui, aujourd'hui, d'une part, s'affirme comme une puissance locale parce qu'il a réussi à progresser, alors que l'Algérie, fort de sa rente pétrolière, n'a mené aucun investissement solide pour sortir sa jeunesse de son désir de quitter l'Algérie. Si la France était à ce point raciste contre les populations arabes, comment se fait-il que tant d'Algériens veuillent la quitter? Bon. Voilà l'incise. Ce qu'on peut remarquer par rapport à ce que vous disiez de ce qui se passe dans le psychisme de ces populations, on peut remarquer qu'il y a, depuis tant de temps, depuis la fin de la guerre d'Algérie, il n'y a jamais eu, du côté arabe et du côté musulman, de résilience des traumatismes supposés dont ils ont été victimes par la guerre d'Algérie ou par le racisme. Jamais, jamais vous ne voyez quelqu'un qui dit, eh bien d'abord, merci à la France, merci au système éducatif, merci à la médecine quasi gratuite à l'hôpital, merci aux structures où on peut vivre en paix. La résilience est quelque chose d'inconnu dans le monde arabo-musulman. La preuve en est de l'accueil de Bachar Assad, qui est tout de même un grand massacreur et de Palestiniens et d'Arabes commis par d'autres Arabes. Absolument. Mais ça, c'est pas grave. Jacques, merci pour ces précisions. En vous écoutant, ça confirme l'idée que la France, dégageant de l'Algérie, a pensé décoloniser, mais en fait, elle a amené la guerre d'Algérie sur son territoire d'une certaine manière. Exactement. Et en tout cas, c'est un sujet sur lequel on reviendra. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à ces explications intéressantes et merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à notre prochaine émission dans 2 semaines. Merci Richard.